Bonjour et bienvenue dans ce cours sur gérer son stress. Le stress, c'est évidemment un sujet qui a priori, nous intéresse tous parce qu'on en vit. Et pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de clichés et d'idées reçues sur ce qu'est vraiment le stress, quoi. Donc aujourd'hui, je veux à la fois vous expliquer un peu mieux ce qu'est le stress, de manière à pouvoir faire quelques prises de conscience qui vont vous aider sans doute à mieux le gérer, à trouver des pistes pour le réduire, voire l'éviter. Au fond, c'est quoi le stress? En biologie, c'est l'ensemble des réponses d'un organisme suite à des pressions ou contraintes de la part de l'environnement. Pour notre corps humain, ça signifie mettre en place une réaction chimique et physiologique. Donc ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le stress, c'est avant tout une réaction adaptée à une modification de notre environnement. Il se passe quelque chose à l'extérieur qui va naturellement déclencher un phénomène de stress. Et le stress, c'est quelque chose de biologique, de physiologique. Il va y avoir des hormones qui vont se mettre en place. Ça va amener des comportements réflexes, des réactions dans notre corps. Donc quand on dit bah, tiens, mon Dieu, je veux apprendre à gérer mon stress, faut bien comprendre qu'il y a une partie qui est de l'ordre du physiologique et du biologique sur lequel on n'a jamais de pouvoir. Donc forcément, on va devoir aller agir sur d'autres leviers, et on va évidemment y revenir, mais forcément, plus je vais amener je vais amener mon environnement à moins m'impacter, à moins générer de stress, plus ça va être simple effectivement d'apprendre à le contrôler. Plus le stress va être limité, plus vous verrez que ça va être simple de cheminer avec. Quand le truc a pris de l'ampleur, et forcément ça va devenir très compliqué. Mais allons voir ça un peu plus en détail. On parle en général de deux types de stress. Le bon stress. Le bon stress, c'est celui qui nous pousse à être meilleurs, qui nous stimule un peu, quoi. Si vous parlez à des acteurs, si vous parlez à des gens qui vont intervenir sur des scènes ou qui vont devoir se présenter dans des situations diverses et variées, ils vont vous dire qu'il y a toujours un peu de stress. Si vous allez à un entretien de recrutement, vous avez toujours un peu de stress. Dans une certaine mesure, c'est du bon stress. Ça montre l'enjeu, ça montre l'envie de bien faire, ça montre l'envie d'être le meilleur, et vous voyez qu'il y a quelque chose physiologiquement de l'ordre de l'émulation positive. Et puis il y a le stress nocif, le mauvais stress. Là, c'est quand la machine s'emballe. C'est un peu ce que je vous disais. C'est à un moment, si effectivement on dépasse ce seuil de bon stress, puis qu'on commence effectivement à avoir la machine qui s'emballe, là, on va commencer à se sentir démuni, impuissant, paralysé, avoir des pertes de mémoire, etc., etc. Le stress, c'est quelque chose en fait qui va évoluer dans le temps. Vous comprenez bien, on part d'un bon stress pour aller vers un mauvais stress parce qu'effectivement, ça évolue en fait dans le temps. Et selon Heinz Sillai, qui est un médecin québécois, qui est un pionnier en fait des études sur le stress, on va déterminer trois stades en fait. Le premier, c'est la réaction d'alarme, c'est-à-dire que les, les, les défenses sont mobilisées. Là, on est juste un peu en éveil, un peu en alerte. On est plutôt sur du bon stress en fait à ce niveau-là. On se dit, hop, attention, il se passe peut-être un truc. On est vigilant, ça peut nous pousser à être attentif et à donner le meilleur de nous, quoi. Passé ça, on va aller dans un stade de résistance en fait. Là, on va commencer à essayer en fait de s'adapter à l'agent stressant. Forcément, on se dit, bon, il doit y avoir un moyen de fonctionner avec cette affaire. Et puis, on va arriver sur le stade d'épuisement. C'est-à-dire que, de manière inexorable, si l'agent stressant est suffisamment puissant et agit longtemps, en fait, on va être épuisé. En fait. Et c'est en ça que le stress devient extrêmement dangereux et qui peut amener sur des états dépressifs, sur de l'anxiété ou d'autres troubles. Parce qu'à un moment, personne n'est capable de gérer des trop hautes doses de stress et notre corps, en fait, est épuisé, il n'en peut plus, tout simplement. Alors, c'est quoi les symptômes physiologiques du stress? Donc, au niveau de l'organisme, en fait, on peut observer différents faits. L'événement stressant, en fait, va provoquer une réaction en chaîne dans notre cerveau. Il se passe un événement stressant, on va en fait produire du cortisol dans nos glandes surrénales. Et cette substance active va activer deux choses dans notre cerveau, notre cortex cérébral qui va réagir au stress en nous disant fuite, attaque, immobilisation. Pour notre cerveau, stress égale danger. Et il y a l'hippocampe en même temps qui va essayer d'apaiser la réaction.
Donc en gros, il y a une partie qui dit à notre cerveau: «Hop, hop, 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 les gars, attention, on est en danger. Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut, figer? Est-ce qu'il faut se cacher?» quoi que ce soit et une autre partie qui est en train de dire: «OK, calme-toi un peu là, tu t'emballes, et le stress va devenir insupportable quand l'agent stressant étant toujours actif, notre hippocampe va devenir saturé. Là où on est capable d'apaiser, il en peut plus et donc du coup, bah, forcément, c'est l'autre partie qui prend tout le relais. Tu sais, ça paraît un peu du jargon scientifique, on est d'accord, mais je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui se joue vraiment dans notre cerveau avec le stress. C'est pas qu'une réaction psychologique, le stress. Il y a toujours cette réaction physiologique qui sous-tend ça. Et si on n'accepte pas ça, bah, parfois on croit qu'à un moment on va être en capacité, tu sais, qu'on pourrait passer tous les stress de notre vie de manière la bouche en cœur et la fleur au fusil parce que j'aurais suffisamment travaillé l'affaire. Mais il faut bien comprendre que vous n'agirez pas sur vos mécanismes biologiques. Et effectivement, bah, ce que je vous le disais, c'est si le cortisol envahit tout le cerveau, parce qu'il y a trop, trop, trop de stress, bah, on va arriver à ces fameux états dépressifs. Ça peut également provoquer d'autres symptômes. Le stress peut générer des troubles du sommeil, des manques d'appétit, de la léthargie, c'est-à-dire on n'a plus du tout envie de bouger, de l'agitation, on va bouger, bouger, bouger dans tous les sens, des maux de tête, des douleurs articulaires, la sensation d'étouffement, on ne peut plus respirer. Après, dans les stress, il y a également deux notions à distinguer. C'est le stress logique et le stress irrationnel. Là, on part plus au niveau psychologique, justement. Parce qu'il y a toutes nos réactions physiologiques, mais il y a aussi ce qui se passe dans notre esprit. Et au fond, qu'est-ce qui est le déclencheur de stress? Le stress logique, c'est réellement, il se passe quelque chose d'extérieur dans lequel je me sens en danger. Ça, c'est logique. J'entends des bruits qui me dérangent. Je suis au bord d'un précipice. Je commence à me pencher. J'ai peur. Le stress arrive, il y a cette montée, on a un mouvement de recul. Pourquoi? On est en danger. Je vois quelqu'un avancer vers moi d'un air menaçant, je vais stresser. Je suis potentiellement en danger, réellement en danger. Donc notre cerveau va automatiquement réagir avec du stress. Ça, c'est ce que j'appelle le stress logique. Dès qu'on est dans une situation qui peut être un peu anxiogène, naturellement. Un entretien de recrutement, de la même manière, est un stress logique. Vous allez aller dans une situation d'évaluation. C'est pas simple d'être dans une situation d'évaluation. Il y a un enjeu réel. On est d'accord, vous n'allez pas mourir, hein, c'est pas ce que je dis. Mais au fond, il y a quand même un peu un enjeu stressant extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Puis après, il y a vraiment des stress qui sont complètement illogiques. Où là, c'est les peurs, les angoisses, les inquiétudes, les préoccupations qui vont vraiment prendre de bord. Tous les gens qui sont stressés de parler en public, il y a une peur irrationnelle à l'intérieur de ça. Il y a un stress irrationnel. C'est lié à rien de tangible. Il va rien vous arriver. Surtout si c'est une foule. Hein. Ok, tout le monde pourrait être mécontent, mais concrètement, il ne va rien se passer de vraiment grave. Et au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, lui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, que je suis face à un précipice, que je me sente vraiment en danger, ou que je sois sur une salle à faire une élocution et que je ne suis pas vraiment en danger dans mon intégrité physique, notre cerveau, lui, ne fait aucune différence. Pour lui, c'est pareil. Danger, pareil. Si nous, on a une appréhension, qu'elle part d'un événement réel ou qu'elle part de quelque chose qu'on a construit dans notre cerveau parce que nous, on se sent mal, notre corps va réagir de la même manière. C'est un peu, pour comprendre ce phénomène, c'est un peu l'idée de l'injonction contradictoire avec lequel on le comprend bien. C'est quoi l'injonction contradictoire? Si je vous dis là, à l'instant, attention, écoutez-moi bien, surtout, ne pensez pas à une pomme. Et bing, c'est clair, vous avez l'image de la pomme dans votre cerveau. C'est impossible que ça n'arrive pas. À chaque fois qu'on pense quelque chose, c'est là. Si je développe et je vous dis, maintenant, imaginez, vous la croquez la pomme là. Vous sentez là le moment où vous croquez, imaginez-la, c'est savoureux, c'est juteux. Ben en fait, en général, ça va déclencher votre réflexe de salivation. On va la voir un peu la pomme dans la tête. Pourtant, elle n'est pas là, vous ne mangez pas de pomme. Et bien face au stress, c'est exactement les mêmes phénomènes qui vont se jouer. Votre cerveau, il s'en fout que vous soyez vraiment ou pas en danger. Il va se dire, hé les gars, il se passe un truc. Puis plus votre angoisse
psychologique est forte, plus votre réaction au stress va être forte. Et on a beau se dire: «Enfin, ça n'a pas d'allure, il ne se passe rien». Tu sais, on ne peut pas contrôler son cerveau de cette manière-là. Bah, on peut, mais ça demande un peu des années de pratique. Pardon. Alors, le stress, au fond, ce qu'on comprend, c'est que c'est un mécanisme de défense. En tout cas, le stress irrationnel, c'est un mécanisme de défense. Les mécanismes de défense, juste pour comprendre en fait ce qui se passe, je vais juste vous expliquer un tout petit peu c'est quoi le fonctionnement psychique de notre cerveau. Notre cerveau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa petite tête? Il y a un déclencheur, il y a un élément, par exemple, effectivement, reprenons cet exemple, je dois aller parler sur une scène. Ça, c'est mon déclencheur. Et ça m'inquiète, ça me préoccupe, etc. Peut-être j'ai eu des expériences désagréables, peut-être à chaque fois que j'ai pris la parole en public, ça s'est mal passé, peut-être que je suis une personnalité plus timide, plus réservée, etc. Bref, tout un ensemble de choses, peu importe en fait. On le sait, on ne le sait pas, c'est pas le sujet. En tout cas, ça va provoquer une émotion négative en fait. Parce que ça crée de l'angoisse, de l'anxiété, de la préoccupation, etc. Cette émotion négative, en fait, naturellement, notre esprit n'est pas fait pour apprécier les choses négatives. Et personne ne se réjouit de ça, et donc on n'est pas conçu pour ça, évidemment. Et donc automatiquement, on va se défendre. Comme un mécanisme réflexe, au fond. Je vis quelque chose, si c'est désagréable, je vais automatiquement essayer de m'en défendre pour en fait faire en sorte de ne pas vivre cette émotion négative. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux refouler, je peux me dire oh, il ne se passe rien, je peux fuir, me dire bah, je ne vais pas y aller, je peux être dans le déni, tout va bien, je peux me mettre en colère, oui ça m'agace, j'en ai marre, et tout ça, je peux banaliser, oui bon, enfin ça arrive, rien de grave, etc. Je peux rationaliser aussi, me dire allez, le stress, c'est physiologique, tout ça, je sais bien, c'est dans ma tête, ici tout va bien, etc. Je peux me punir, je peux rentrer dans les personnages, etc., etc. Puis tout ce qu'on peut inventer de manière spécifique en fonction de notre personnalité. Quoi qu'il advienne, on va se défendre, on ne peut pas lutter non plus contre ça. Mais effectivement, si on revient sur notre émotion réelle vécue, on peut en fait comprendre notre déclencheur. Et au fond, l'enjeu, c'est d'apprendre à jouer sur nos déclencheurs. Et en fait, quand on vit des situations de stress, automatiquement on va s'en défendre. Vous comprenez bien, on vit une émotion négative, on va essayer de s'en défendre. Si j'arrive à remonter à la source de qu'est-ce qui fait que je suis stressée, là je peux commencer à avoir des mesures correctrices, pas pour agir sur le stress ou la réaction physiologique ou psychologique, sur lequel je n'ai pas de prise, mais bien sur ce qui déclenche en fait ça. Et là, je peux mettre en place au besoin des mécanismes de protection. Je peux apprendre finalement à trouver un chemin pour réduire mon stress, voire l'éviter, sans fuir. J'entends bien qu'effectivement, la personne qui a peur de parler en public, s'il ne parle jamais en public, n'aura pas de stress, mais elle ne va pas progresser. Et puis si elle doit le faire, ce n'est pas l'enjeu. Ensuite, je voulais également vous préciser les notions d'anxiété et d'angoisse. Vous avez vu, j'en ai un peu parlé. Souvent, on brasse un peu tout ça, stress, anxiété, angoisse, parce qu'effectivement, on, on les utilise parfois les unes pour les autres. Donc je veux juste un peu préciser ici ce que c'est, parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre stress, anxiété et angoisse? C'est que anxiété et angoisse, en fait, sont des réactions en lien avec le stress. C'est parce que je vis du stress que je vais vivre ou de l'anxiété ou de l'angoisse. Donc c'est deux choses différentes, en fait. Ce sont des réactions liées au stress. L'anxiété, précisément, c'est une sorte de peur diffuse, liée à un événement stresseur. Par exemple, le travail, la peur de monter sur scène, la perte de quelque chose, proposer un service. Et dans ce cas, on va retrouver souvent inquiétude et pessimisme. Donc, l'anxiété, c'est quelque chose d'un peu diffus qui commence à s'installer. On a un peu peur et puis on voit que ça nous amène à nous dire que rien ne va bien se passer, que tout ça est compliqué. Au fond, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre quand tout d'un coup le stress devient plus intense, plus puissant en fait, quoi. Et d'ailleurs, les formes très graves et avancées d'anxiété sont les fameux syndromes de stress post-traumatique. Le syndrome de stress post-traumatique est une forme d'anxiété importante en fait. On a vécu un événement stressant,
on n'arrive plus à s'en débarrasser et on vit dans une espèce d'anxiété permanente en se disant qu'il va sans arrêt nous arriver des choses. Là, c'est poussé à l'extrême, vous voyez. Donc les gens peuvent fonctionner très bien, mais dès qu'il va y avoir des déclencheurs qui vont se remettre, ça va arriver. La peur de parler en public est un bon exemple, hein. C'est-à-dire que les gens, ils vont très bien, sauf quand ils se retrouvent dans cette situation. Les syndromes de stress post-traumatique, c'est ça. Dès qu'ils vont avoir un événement qui va rappeler la situation de stress, ils vont revivre cette angoisse. L'inquiétude va arriver. Alors je vous rassure, hein, si vous vous reconnaissez dans des formes d'anxiété comme ça avérées, importantes, ou des syndromes de stress post-traumatique, il existe une méthode qui s'appelle l'EMDR. Vous avez d'ailleurs une petite présentation de cette approche sur la plateforme. Et c'est vraiment une méthode incroyable en fait pour gérer ça. Je vous invite à aller voir la petite vidéo de présentation si vous voulez en savoir plus sur le sujet. L'angoisse, quant à elle, elle est assez connue, notamment parce qu'on parle beaucoup de crise d'angoisse en fait, ou d'attaque de panique. C'est ça l'angoisse. Et là, l'angoisse, c'est assez différent de l'anxiété parce qu'il va y avoir en général des malaises physiques, psychiques, ponctuels, voire répétés. Les symptômes de l'angoisse, de la crise d'angoisse ou de l'attaque de panique, en fait, c'est souvent hyperventilé, respiration saccadée, tension et douleurs musculaires, sensation d'oppression. L'angoisse, vous voyez bien, c'est très différent de l'anxiété. Parfois, on les mélange, hein, je sais qu'on peut utiliser l'un pour l'autre, mais vous voyez bien qu'au niveau psychologique et physiologique, ce n'est pas du tout la même affaire. L'angoisse, c'est vraiment très différent parce qu'il y a tous ces symptômes physiques en fait liés à l'angoisse. Ce sont des choses qui ne sont pas simples à traiter et si vous êtes sujet à l'angoisse, à des crises d'angoisse, etc., c'est également des choses qui peuvent se travailler avec différentes approches thérapeutiques. Et effectivement, le stress est un déclencheur de ces crises d'angoisse ou de ces crises d'anxiété. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va essayer un petit peu d'évaluer votre niveau de stress. Maintenant, vous avez bien compris. Alors peut-être qu'il faudra le regarder une deuxième fois parce que vous voyez que le sujet est dense, hein, de ce que c'est vraiment le stress. Je vous propose de faire un peu un point sur vous, de manière à voir où est-ce que vous en êtes par rapport au stress, de manière à ensuite pouvoir vous proposer des pistes et des préconisations pour cheminer avec ça. Donc première chose, votre perception du stress. Est-ce que vous vivez du stress actuellement? Si oui, qu'est-ce qu'il est? Comment il se manifeste, etc. À quel stade vous pensez en être sur la fameuse échelle dont je vous ai parlé? Est-ce que vous êtes au stade d'alarme, de résistance ou d'épuisement? Quels sont les symptômes physiologiques et physiques que vous pouvez observer chez vous? Donc, problèmes d'appétit, de sommeil, d'agitation, maux de tête, etc., etc. Qu'est-ce que vous observez? Si actuellement vous ne vivez pas de stress, essayez de repenser à une situation qui a été stressante récemment ou moins récemment pour essayer de voir comment ça se présente et ça se manifeste le stress chez vous. C'est assez intéressant de faire cet exercice parce que quand on sait comment on réagit face à des situations stressantes, on va commencer à voir arriver les signes le plus tôt possible. Plus vous allez voir vos stress arriver tôt, plus vous allez être dans cette première phase d'alerte quelque part, plus ça va être simple de gérer. On se rappelle quand on est en crise d'angoisse ou d'anxiété ou en panique, où le système s'est emballé, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. C'est pas que c'est infaisable, hein. Et forcément, c'est mieux de gérer un petit problème qu'un gros. Donc, repérer les signaux faibles, c'est toujours une bonne pratique et c'est pour ça que le faire, même si là vous n'êtes pas en situation de stress, en repensant à comment vous avez géré ça, ça va vous aider sur les fois d'après à vous dire tiens, c'est ça mes signaux faibles. Essayez d'identifier c'est quoi justement les déclencheurs de votre stress. Quelles sont les origines? Des faits objectifs et extérieurs, peut-être des pensées négatives, peut-être des peurs, peut-être des syndromes de stress post-traumatique, etc. Essayez d'observer les éléments qui peuvent vous habiter et qui vont déclencher le stress chez vous. Est-ce que vous vivez de l'anxiété? Retournez au besoin bien lire la définition pour comprendre. Est-ce que c'est des choses qui vous habitent? Est-ce que vous vivez de l'angoisse? Et maintenant, sur une échelle de 1 à 10, je vais vous inviter à noter finalement comment vous évalueriez de vous à vous votre niveau de stress actuellement.
1 étant pas du tout et 10, oui, effectivement, je suis hyper stressée. Juste avec cette petite auto-évaluation, qu'on peut faire n'importe quand. Moi, je trouve que c'est toujours un bon exercice quand on commence à se sentir un peu stressé, on se dit: «Voilà, peut-être je suis un peu désorganisé, je vois que je commence à m'inquiéter sur ci, sur ça». Tu sais, revenez à vous, puis dites-vous: «OK, sur une échelle de 1 à 10, il est à combien mon niveau de stress? 10, 9, 12, 8, 5?» On est d'accord, l'échelle est sur 10, hein. À chaque fois qu'on met l'échelle sur 10, il y a des gens qui sont hyper stressés, ils vous disent que c'est 12. Tout est correct. L'idée, c'est de vous aider à donner une tendance, en fait. Maintenant, allons voir quelques pistes pour réduire votre niveau de stress et ou l'éviter. Maintenant que votre ressenti, votre perception est assez claire, que vous avez un peu une idée de tout ça, bah forcément vous vous dites: «Bon OK, très bien, qu'est-ce que je peux faire concrètement, quoi?» Donc, on se rappelle, forcément, plus le stress va être intense, plus ça va être difficile d'agir, hein. Plus il est réduit, plus ça va être simple d'agir. Donc, parfois on peut coupler les approches, parfois on peut choisir certaines qui vont mieux marcher dans certaines situations que dans d'autres. Donc, une des premières choses qu'on peut faire, c'est réaliser un ancrage. C'est quoi l'ancrage? Bah, ça consiste tout simplement à poser vos 2 pieds au sol, à finalement vous ancrer un peu dans le réel, à revenir dans l'ici et maintenant, puis vraiment à essayer d'être le plus objectif possible par rapport à votre situation. Et à vous ramener là, parce que parfois le cerveau embarque, les pensées embarquent, donc à revenir là, vous posez vos 2 pieds, vous prenez une grande respiration, puis vous dites: «OK, c'est quoi les faits? C'est quoi les éléments concrets?» de manière effectivement à revenir là et à vous dire: «OK, là, ici, je suis dans la pièce, c'est ça qui se passe», et cetera, et cetera. L'autre chose qui marche bien, c'est la respiration ventrale. Donc, la respiration ventrale, ça consiste tout simplement, si vous posez votre main sur votre poitrine et sur votre ventre, vous allez bien le sentir, respirez avec le ventre, ça va vous demander en fait d'inspirer en gonflant votre ventre. Là, vous allez bloquer votre respiration, vous comptez jusqu'à 10, puis là, vous allez expirer en rentrant votre ventre, en fait. Et là, vous bloquez et vous faites ça quelques fois. C'est une respiration qui est volontairement lente. L'idée, ce n'est pas de se mettre à hyperventiler. L'idée, ce n'est pas de se mettre à respirer rapidement. Au contraire, ça ne va faire qu'augmenter votre stress. On doit faire cet exercice lentement. Ça paraît un exercice un peu simple. Mais effectivement, si le niveau de stress est très élevé, c'est pas toujours simple de se mettre dans cette forme de respiration. Mais effectivement, c'est quelque chose qui finalement fonctionne très bien, pour plein de raisons physiologiques et biologiques aussi. Donc l'idée, c'est de recommencer ça au minima 3 fois. Saliver. Saliver, c'est un bon élément parce qu'en fait, physiologiquement, quand on est sous stress, on va avoir automatiquement la bouche qui s'assèche. Donc, déclenchez votre réflexe de salivation quand vous commencez que vous êtes un peu stressé, ou mâcher un chewing-gum, va vous obliger à saliver et donc va envoyer le message à votre corps que ça va bien parce que vous n'avez pas la bouche qui s'assèche. Ça, c'est un petit truc assez simple à mettre en place. Utiliser un lieu sûr ou réaliser des visualisations. Qu'est-ce que j'appelle un lieu sûr? Le lieu sûr, c'est un endroit psychologique où vous pouvez vous, vous ressourcer intérieurement. C'est l'idée, en fait, si vous fermez les yeux, d'imaginer un endroit dans lequel vous êtes bien. Ça peut être un endroit que vous connaissez, mais idéalement, c'est mieux que ce soit un endroit imaginaire. Tout simplement parce que les endroits qu'on connaît, en général, sont reliés à des émotions qu'on a pu vivre. Donc si à un moment, la situation de stress est reliée à certains des événements que vous avez vécus dans ce lieu sûr ne sera plus sûr. Donc un lieu imaginaire, c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, c'est un espace que vous avez créé, dans lequel vous appartenez, et vous allez y aller. C'est, on se rappelle mon histoire de pomme, quoi. Je vous dis, notre cerveau fait pas la différence. Donc finalement, si vous créez un espace, et peu importe, mais essayez de le créer vraiment, portez un monde imaginaire dans votre tête, un endroit. Peu importe à quoi il ressemble, mais
Imaginez le maximum de détails. Observez l'environnement, les couleurs, la disposition, la chaleur, la température ou la fraîcheur, peu importe quoi. Plus vous allez, les odeurs aussi. Essayez vraiment de jouer sur tous les sens dans cet espace. Et plus vous allez y aller régulièrement, vous pouvez faire l'exercice régulièrement, le soir en vous endormant, en allant dans cet endroit. Essayez de le faire régulièrement, qui fait que quand votre niveau de stress va être important, si vous fermez les yeux et que vous allez dans cet endroit, il va venir naturellement. Et vous verrez qu'on ressent une sensation d'apaisement, parce que c'est un endroit où on se sent bien psychiquement. Et ça va vous aider à focuser sur quelque chose et à ne pas laisser vos pensées partir dans un imaginaire qui peut être difficile. Évidemment, ce qui est pas mal, c'est de faire un peu un mix de ces différentes approches. On s'ancre, on se met bien les pieds posés, on prend une bonne respiration, on se met à saliver, et puis là, hop, on part dans cette visualisation, dans ce lieu sûr, et ça va aider à l'apaisement. Il y a une autre chose qui peut pas mal fonctionner également, c'est la stimulation bilatérale alternée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des études qui ont démontré que si on stimule alternativement son côté droit et son côté gauche de manière assez lente, ça va créer naturellement une sensation d'apaisement par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Je ne vais pas vous décortiquer tout le détail de ça, au niveau physiologique et biologique, c'est pas le propos, mais faites-moi confiance, c'est quelque chose qui a été démontré scientifiquement, etc., pour tout un ensemble de raisons. Et au fond, on peut le faire, comme je vous le montre là avec mes épaules, mais vous pouvez vous tapoter les genoux, vous pouvez tapoter vos pieds, et au fond, quand on y réfléchit, je trouve qu'on voit beaucoup de gens qui sont stressés, qui se mettent à marcher. La marche et de la stimulation bilatérale alternée. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et bizarrement, tous les gens qui partent marcher, ils se disent je me sens plus calme, apaisé derrière. Normal. Ils ont fait de la stimulation bilatérale alternée. Donc, au besoin, aller prendre une marche. Mais si on ne peut pas, on peut faire un petit peu ça et vous verrez que ça va créer une sensation d'apaisement. Vous pouvez également faire des méditations, guidées ou pas. Ça peut aider à se recentrer. Vous trouvez tout plein de choses sur les internets, des choses gratuites, des choses payantes, etc. Je vous laisse bien évidemment trouver votre bonheur à l'intérieur de ça. Réaliser des relaxations, donc ça c'est pareil, c'est prendre un temps pour se recentrer. J'en ai mis une dans la plateforme sur la partie avant de commencer pour aider à se recentrer sur le début d'un cours par exemple, mais vous pouvez vous en servir à d'autres moments dans les périodes de stress, vous dire ok, allez hop, je vais faire ça, ça va m'aider à faire redescendre mon niveau de stress pour être capable de prendre des décisions peut-être plus rationnelles. Se faire masser, c'est souvent aussi une bonne chose, parce qu'effectivement, ça va aider à détendre physiquement et psychiquement, parce que ça fait appel à la fois effectivement à l'action de massage, mais au contact en fait peau à peau, qui va amener un phénomène de détente. Vous pouvez demander à un proche ou aller voir un professionnel, à vous de voir. Pratiquer régulièrement une activité physique. L'activité physique, c'est hyper important parce que c'est vraiment un régulateur du stress. Dès qu'on vit des périodes de tension, etc., c'est toujours important de le pratiquer. Plus vous le faites dans votre quotidien, moins vous allez être stressé. Quand je dis une activité physique, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être juste aller marcher autour de chez vous, dans votre quartier ou dans le parc ou whatever. Ça peut être faire un sport en intérieur, ça peut être faire du yoga, faire du pilates, ça peut être faire du basket, ça peut être pratiquer la musculation, peu importe en fait, individuel, collectif. En tout cas, c'est pratiquer une activité physique qui va forcément vous aider également à naturellement réduire votre niveau de stress. Manger sainement. Alors ça aussi, l'alimentation, effectivement, si elle est équilibrée, si elle est bien répartie, etc., forcément, elle va permettre naturellement également aussi de réduire votre niveau de stress, parce que le stress impacte souvent notre alimentation. Mettez en place des actions concrètes face à votre déclencheur. Si vous avez repéré des déclencheurs,
en vous disant: «Tiens, je me rends compte que je suis stressée quand, il m'arrive, que tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent, dans ma vie». Bah, peut-être veiller à avoir un meilleur équilibre de vie au quotidien. Mettez en place une bonne planification. Organisez-vous. Tiens, je me sens souvent submergée. Est-ce que c'est pas le temps de déléguer des choses? Tiens, je me rends compte que j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Faites une formation à la gestion du temps. C'est-à-dire qu'essayez de voir, par rapport à vos déclencheurs, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place. Si je reviens sur mon exemple de prendre la parole en public, il n'y a pas de cas général, hein, mais au fond, en fonction des uns et des autres, il peut y avoir différentes choses qui s'appliquent, mais déjà une bonne préparation psychique, physique, avoir bien préparé son truc, connaître son texte, savoir ce qu'on veut dire, etc., va forcément aider à se sentir plus sécure, quoi. Puis après, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Mais vous allez trouver une formation sur prendre la parole en public, donc je ne vais pas en dire plus. Ici, vous pourrez vous y référer si vous vous sentez concerné, quoi. Regardez sur la plateforme Bigger s'il n'y a pas des cours qui peuvent vous aider justement à vous dire, tiens, c'est quoi les bons tips, les bonnes pratiques que je peux mettre en place pour apprendre justement à éviter de me retrouver dans des situations qui sont trop stressantes en fait. Parce que plus on va travailler et développer nos soft skills, moins en fait il y a des tas de situations où on va se trouver stressé en fait finalement. L'expérience aussi évidemment, hein, il y a des situations qui sont nouvelles qui vont être d'emblée stressantes. Mais quand on les a fait une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, bah forcément on se sent de plus en plus à l'aise, quoi. En tout cas, surtout, mettez en place tout ce que vous pouvez imaginer qui va vous faire du bien. Aussi incongru que ça puisse paraître. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a qu'est-ce qui vous fait du bien. Moi, par exemple, un petit truc personnel, quand je suis stressée, que je suis un peu inquiète par rapport à plein de sujets, il y a une chose en général que je fais, c'est de la cuisine. Ça me fait du bien. Ça m'aide à lâcher prise, ça m'aide à me détendre. J'adore ça, ça me fait du bien. C'est pour moi un très bon moyen de gérer mon stress. Trouvez votre truc à vous. Soyez créatif. Donc maintenant, je vous invite à prendre votre PDF de cours et puis à noter, parmi l'ensemble des méthodes que je vous ai présentées, laquelle ou lesquelles peut-être vous utilisez déjà ou vous souhaitez utiliser dans votre quotidien pour vous aider effectivement à réduire vos stress, voire à l'éviter. Comme je vous le dis, hein, ces méthodes sont vraiment à pratiquer régulièrement. Plus vous le faites dans votre quotidien, plus quand il y aura du stress, ça va être facile de mobiliser ça. Si vous ne méditez jamais, si vous ne vous relaxez jamais, si vous ne pratiquez jamais de sport et que vous le faites que quand il y a du stress, ça va être extrêmement difficile. Mais si c'est des bonnes habitudes du quotidien, eh ben, au besoin, vous pouvez peut-être augmenter l'intensité d'une chose, réguler les choses de manière diverse et variée. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous avez utilisé ces méthodes, évaluez votre stress, comme je vous l'ai dit, en vous disant, OK, à quel niveau je suis? Bon, OK, je suis à 8. Utilisez une de ces méthodes, puis réévaluez ensuite en vous disant, OK, je suis à combien maintenant? Peut-être je suis à 3, 4. Et parfois, ça suffit, hein. Cherchez pas toujours à être à 1 ou 0. C'est pas très grave. On peut vivre avec un peu de stress, on se rappelle, hein. Parfois, c'est positif et constructif. Ça nous pousse à aller vers le meilleur. Évidemment, si vraiment vous voyez que vous avez des grosses zones de stress, d'anxiété, d'angoisse, que les choses durent depuis des semaines, voire des mois, ce n'est pas normal. Et ce que je vous propose là ne sera peut-être pas suffisant. Dans ces cas-là, allez consulter. Allez voir un médecin, allez voir un psychiatre, allez consulter pour voir est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se joue en arrière qui fait que ce stress est installé dans votre quotidien. Il y a peut-être d'autres choses en arrière. Voilà ce que je voulais vous dire pour gérer son stress. Je vous souhaite le meilleur et au plaisir sur Bigger.